Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo on va tout simplement parler d'un boîtier comme vous pouvez le voir juste à côté de moi. Il s'agit tout simplement du MSI Prospect 700R, un boîtier que MSI a sorti il y a un peu plus d'un an si je me trompe pas, mais il ne s'agit pas d'un boîtier j'allais dire classique, il s'agit d'un boîtier haut de gamme de chez MSI. MSI nous ont quand même assez habitués à pouvoir nous proposer sur le marché des boîtiers qui étaient plutôt milieu de gamme voire entrée de gamme avec un excellent rapport qualité-prix plus ou moins adapté en fonction à des boîtiers, mais clairement c'est vrai que sur le haut de gamme MSI était quand même un petit peu absent. Là avec ce boîtier finalement on se retrouve vraiment à avoir un boîtier qui techniquement remplit tous les critères d'un boîtier haut de gamme, mais en plus adopte certaines features qui sont assez innovantes, notamment comme vous pouvez le voir sur le carton, un écran de 4,3 pouces tactile qui permettra directement la gestion complète du boîtier, notamment pour tout ce qui est ventilation, mais aussi la partie RGB et un contrôle des températures. Bref, ça reste pour moi une très belle découverte. Merci à MSI de me l'avoir envoyé pour que je puisse vous le tester. Et puis du coup, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et puis comme d'habitude, vous connaissez la chaîne, vous connaissez le principe. On va tout simplement déballer ce beau petit bébé, en faire le tour pour voir toute la partie caractéristiques techniques, puis je montrerai une config à l'intérieur pour le tester et voir ce que ça donne en réalité. Avant d'attaquer par l'unboxing, cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est VIP Oncédiki, donc je vous laisse un timecode si vous souhaitez passer à sponsor. Sinon, je vous laisse vous préparer votre meilleur petit café directement et puis on se retrouve juste après pour l'unboxing de ce beau MEG Prospect 700R. C'est parti. Et donc là on se retrouve sur le site de VIP Oncédiki. Nous ce qui va nous intéresser ça va être les clés Windows 11 et Windows 10. Windows 11 Pro vous l'avez pour 27 €. Windows 10 ça dépend tout simplement de votre version. Donc ça c'est vraiment à sélectionner en fonction de votre système d'exploitation. Vous avez les deux qui sont disponibles. On revient sur Windows 11 Pro parce que c'est celle que j'ai besoin. Elle est à 27 € mais avec le code MHT18, MHT18 je le précise, vous avez 25% de réduction. Ça vous fait la clé à 20,25 €. Moi, je vais passer par PayPal pour la partie paiement. Vous le voyez, c'est effectué assez rapidement. On va directement se retrouver dans le centre utilisateur, afficher la clé, puis obtenir la clé. Là, vous avez votre clé d'activation. Pour ce faire, après, on va directement dans les paramètres d'activation de Windows. Vous allez faire ajouter une clé pour vous. Moi, je la modifie pour ma version. Après, vous la copiez, coller directement dans l'espace de la fenêtre prévue pour. Et votre Windows est activé pour 20 € grâce à VIP Oncédiki. Et voilà, la sponsor étant passée, on va directement attaquer par la présentation et le tour de ce beau petit bébé. C'est parti. Le déballage de ce boîtier est fait. Déjà pour vous dire globalement au niveau de la partie déballage, vous avez une belle petite housse qui le protège. Vous avez toutes les j'allais dire polystyrène ou autre. Clairement au niveau du déballage il est bien fait. Prenez-en soin. Ce qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur directement, alors c'est un boîtier de prêt, donc c'est pour ça que les emballages sont déjà ouverts. Mais c'est ici un bracket qui permettra, dans ce cas où vous le voulez, de pouvoir directement mettre votre GPU, donc la carte graphique, à la verticale. Alors bracket qui du coup vient se fixer à la place tout simplement à la fin au fond du boîtier. Donc ça c'est quand même assez cool. Donc après à voir en fonction du type de carte graphique que vous souhaitez, que vous avez, etc. bien évidemment. On retrouve aussi une grosse boîte à l'intérieur où là je pense qu'on va avoir tout l'équipement nécessaire. Et donc là vous avez une belle notice classique. Vous avez toutes les vis, serre-câbles, etc. qui sont fournies avec. Toute la partie de la garantie. Hop, on va mettre ça à côté.
Ici, vous avez donc un autre support de montage pour les systèmes de ventilation et de water cooling. Vous avez une autre plaque aussi directement qu'on va pouvoir mettre, elle, à l'intérieur en fonction de ce qu'on souhaite. Donc, il y a quand même pas mal d'options, hein, ça reste quand même OK. Et pareil, donc là, une autre plaque de fixation et on verra tout ça après. Clairement, beau packaging. Le fait d'avoir aussi tous les accessoires qui sont fournis à l'intérieur et qu'on ne doit pas les racheter après ou à côté, ça, c'est quand même assez cool et d'autres marques devraient en prendre de la graine. C'est quand même cool d'avoir tous les accessoires. Si vous les jetez, c'est libre à vous, mais au moins là on les a tous et ils sont tous joints et ça c'est quand même assez sympathique. Et donc là on rentre directement dans le vif du sujet. Voici notre beau petit Prospect 700R. Sur la façade ici vous allez retrouver donc une vitre en verre trempé portée sur deux imposantes charnières. Ici vous avez une partie donc en aluminium, donc au niveau de la qualité c'est quand même assez cool. On est sur une peinture, donc elle qui est donc directement noire avec une sorte de côté un peu texturé, mais c'est un noir mat, c'est pas un noir brillant, donc ça c'est quand même assez cool. Les portes sont elles aimantées, hop, et en même temps vous avez donc ici des petits picots pour pouvoir venir sécuriser la fermeture. À l'intérieur, mais on y reviendra juste après, vous avez toute la partie spec, donc ça on en reviendra juste après. Sur la façade avant, vous voyez directement ici l'écran, on a les deux portes, hop, que l'on peut ouvrir, donc celle à l'arrière comme celle à l'avant directement, donc ça c'est quand même assez sympathique. Sur la partie donc façade, ici vous avez donc du mesh complet. Alors c'est pas du mesh avec un voile, c'est directement donc la grille en elle-même qui est elle découpée avec des petits triangles qu'on va pouvoir retrouver de partout. Cette grille s'enlève, il suffit juste de la raquer et après vous avez deux clips sur le haut. Hop, ce qui nous laisse dévoiler directement un filtre anti-poussière amovible et trois ventilateurs de chez MSI en 140 mm. Donc ça, c'est quand même assez sympathique. L'écran, comme j'ai dit, on y reviendra après, mais c'est un écran de 4,3 pouces. Donc ça, c'est quand même aussi assez cool parce qu'au moins, on aura une belle lecture. Il est bien incrusté. Tout le reste est avec une vitre un petit peu, du coup, j'allais dire, brillante. Mais voilà. Sur la partie arrière, ici, on a donc la plaque arrière non vitrée, les deux gros charnières, pareil que pour la partie avant. Ici, vous avez donc du mesh qui ressort automatiquement aussi. Et quand on ouvre la porte, vous avez ici un filtre anti-poussière aimanté qui lui est aussi de bonne qualité. Donc ça, c'est quand même cool. Maintenant, on passe à l'intérieur. Au niveau de l'intérieur, beaucoup de choses à dire. Clairement, comme vous pouvez le voir, on a quand même pas mal de câbles au niveau du front panel. Vous avez tous les ventilateurs ainsi que la partie donc ARGB de ces derniers qui sont tous contrôlés et qui sont tous déjà pré-câblés sur le contrôleur. Ici, vous avez donc la plaque qu'on va pouvoir enlever parce que soit vous décidez de mettre une plaque comme celle-ci avec tout simplement de la fermeture, soit on peut y mettre directement donc un water cooling sur le latéral avec les plaques adaptatrices. Donc après, ce sera un water cooling allant jusqu'à un maximum de 360 mm. Si vous mettez du 360 mm, attention, vous virez du coup aussi la cage HDD qui elle est amovible, ou on peut mettre deux HDD en 3,5 pouces ou des SSD en 2,5 pouces. Les braquettes sont adaptables. Ici, vous avez la partie alimentation, mais comme vous pouvez le voir ici, c'est fermé, donc on est sur une alimentation qui se mettra par l'extérieur avec un bracket amovible. Vous avez ici la possibilité de mettre deux autres du coup disques en 2,5 pouces, donc notamment des SSD. Vous avez des goulottes qui sont quand même assez sympathiques avec les attaches en scratch d'MSI pour le cable management, que des passes-câbles ici qui sont eux en fait avec des protèges en caoutchouc. Donc ça c'est quand même assez sympa. Au niveau du front panel, on a un gros front panel directement, ou en tout cas au niveau du câblage. Vous retrouvez un câble USB 3, un câble type C, vous avez un SATA d'alimentation pour l'écran, vous avez ici donc la partie audio classique. Puis après, on va se retrouver là avec donc un câble USB directement de gestion pour l'écran. Un front panel qui lui va être dédié donc directement avec une prise non propriétaire avec un bloc complet donc pour tout ce qui est bouton d'allumage et power, et ici une petite sonde de température qui va être utilisée pour la partie affichage des températures pour le boîtier. Donc ça c'est quand même assez cool. En fonction de votre carte mère, si vous mettez des produits avec des contrôleurs qui doivent se connecter en USB, pensez bien que l'écran vous en prend une partie directement.
Donc généralement maintenant sur les cartes mères, on va se retrouver avec que 2 USB internes. Donc pensez quand même au cas où, si vous avez un boîtier avec de l'USB 2, ça risque d'être compliqué d'un point de vue gestion à ce moment-là. Donc là, c'est pas le cas, on est que sur l'USB 3, heureusement pour le prix et pour en fait la qualité de ce boîtier. Mais voilà, il faut quand même y penser à bien vérifier au niveau de la compatibilité boîtier à ce moment-là pour votre configuration. On ferme cette porte. Hop. Et maintenant on passe à l'arrière du boîtier. Donc ici on a un ventilateur, un emplacement avec un ventilateur déjà prémonté en 140 mm. Vous avez le perçage pour le 120 mm si vous souhaitez changer. Ici vous avez une aération avec le design des triangles comme on l'a vu. Pareil au-dessus pour la partie donc ici des équerres PCI. Ici vous avez donc avec des vis à main la possibilité de pouvoir enlever la cage pour pouvoir y insérer donc votre alimentation. En dessous, on y retrouve donc un beau filtre anti-poussière qui va parcourir donc toute la longueur du boîtier. Donc ça, c'est quand même aussi assez sympa. Il est facile à mettre en place, hein, il suffit simplement de glisser dedans et c'est terminé. Maintenant, on va passer au dessus du boîtier. Pour le dessus du boîtier, ici, vous avez donc les deux USB 3, la partie audio, micro ainsi que casque, l'USB type C, le reset, le bouton power directement. L'écran, on le retrouve aussi. Pour la partie plaque, vous allez pouvoir simplement enlever la plaque à l'avant comme ceci. C'est une plaque qui est sécurisée par la partie aimant, mais aussi vous avez des picots pour pouvoir directement les clipser dans les endroits prévus pour. Un filtre anti-poussière ici, hop, qu'on va tout simplement lui aussi enlever, qui est aimanté. Et là, vous avez donc l'emplacement pour les différents radiateurs ou ventilateurs de water cooling ou ventilateurs classiques si vous le souhaitez. Pouvant accueillir jusqu'à du 360 mm, du 280, du 240 mm, ça sans aucun problème. Et maintenant, on va passer directement à l'intérieur du boîtier qui a quand même une capacité, j'allais dire, d'être amovible. C'est peut-être bête à dire, c'est peut-être pas en fait assez commun si on peut dire ça, mais le fait que vous le voyez ici au niveau du cache alimentation, vous avez deux teintes de couleurs différentes. Ici pour la partie donc cache de la baie HDD. Ici, vous avez la plaque qui va être amovible, comme je vais vous l'expliquer, pour pouvoir mettre des ventilateurs dans le fond si besoin, ou carrément votre système de refroidissement. Ça permet aussi d'ouvrir ici, vous avez une fente qui vous permet de pouvoir passer vos câbles en direct latéral comme ça, sans avoir besoin de passer par les passe-câbles. Donc ça peut être sympa, notamment pour l'USB 3.0, si vous avez un USB 3.0 qui n'est pas droit, mais qui est sur le latéral sur votre carte mère, comme ça se fait maintenant sur les cartes mères de haut de gamme des différents marques. Au niveau de la partie carte mère, vous allez pouvoir accueillir des cartes mères donc au format ATX et micro ATX, de l'UTX aussi si vous le souhaitez, mais ça fera un peu bizarre dans ce boîtier. Cache alimentation, vous avez 3 passes câbles qui sont présents, donc ça sympathique, on n'en a pas juste que 2. Vous avez vraiment les 3 pour pouvoir faire un cable management et avoir un design qui soit aux petits oignons. 2 passes câbles ici en haut directement, donc eux protégés par du caoutchouc. Ça reste quand même assez spacieux, on est sur un boîtier qui est quand même bien dimensionné. Au niveau du water cooling, si vous mettez un water cooling ici, faites attention, hein, on arrive vite au niveau de la partie carte mère. Donc ça va dépendre de la taille et de l'épaisseur de votre water cooling, mais clairement ça suffira pour 99% du marché. Attention si vous faites du custom à l'intérieur. Cage d'alimentation qui elle est totalement amovible. Vous avez 3 vis ici qui nous permettent de pouvoir les enlever. Donc ça c'est quand même aussi assez sympathique. Et donc là pour finir on se retrouve sur le dessous du boîtier. Je vous l'ai présenté juste avant, mais donc là on a le filtre anti-poussière, hein, donc ça rien de plus facile, on a juste besoin de le tirer et on est tranquille. Vous vous retrouvez avec 4 pieds qui sont quand même assez mastoc, hein, on n'est pas sur des petits pieds. Vous avez des gros patins donc antidérapants, donc ça c'est cool. Ici la possibilité de pouvoir dévisser la façade avant si vous souhaitez avoir un nettoyage plus profond pour des gros entretiens. Et ici on peut voir donc les attaches de la cage HDD directement, qu'une seule position pour cette dernière. Peut-être un petit peu dommage, mais bon, après, on peut pas être parfait directement. Maintenant, on va voir la partie option de ce boîtier avec les différentes plaques qui nous sont fournies. Et donc là, on vient tout simplement de démonter l'intégralité des pièces qui sont d'origine dans le boîtier, donc comme ça, qui vous le fournissent directement.
Première pièce possible, vous avez la possibilité directement de pouvoir ici venir y fixer donc un rail qui vous permettra à ce moment-là de pouvoir y positionner donc du 360 mm ou 3 ventilateurs en 120 mm. Donc ça, c'est quand même assez sympathique. Ou sinon, vous allez pouvoir y placer une plaque ici de fixation. Donc là où on va venir fermer l'intégralité donc de l'intérieur du boîtier, vous avez quand même la possibilité de passer l'équivalent d'un doigt en épaisseur pour pouvoir faire votre câblage. Donc ça, aucun souci. Et je me suis trompé tout à l'heure. On n'est pas sur une EATX maximum, car MSI y ont pensé et vous propose à ce moment-là donc un autre bracket qui vous permet de pouvoir directement ici venir y présenter ce dernier bracket, hop, tranquillement, où là vous avez directement des pas de vis pour tout ce qui va être donc EATX. Comme vous pouvez le voir, là sa force dessus, c'est normal, c'est qu'il faut bien à chaque fois penser à enlever tout le câblage qui est directement dedans pour pouvoir les refaire passer en haut, pour pouvoir les refaire sortir. On a ici, dans le cas où on met de l'EATX, 3 trous qui sont présents dans le cas où vous souhaitez y mettre justement votre câblage, parce que ces 3 trous là vont venir remplacer les 3 qui sont juste ici, donc les 3 passes-câbles. On viendra enlever le caoutchouc de ces derniers pour pouvoir les mettre à l'intérieur et faire votre cable management au plus propre. Cependant, il n'y a aucun attache-câble à l'arrière, c'est-à-dire que quand vous le voyez directement ici, il n'y a aucun attache-câble dedans qui vont pouvoir vous permettre de serrer votre câblage. Donc il faudra le serrer via l'arrière directement avec la coulotte principale. Je vous remontre pour la partie ventilation si souhaité. Hop, on viendra juste la mettre ici en fixation et au moins vous avez tout l'aspect ventilation là que vous pouvez mettre en plus. Donc ça c'est quand même assez sympathique. Au niveau des tests de ce boîtier, moi personnellement je vais le tester dans la configuration la plus simple, c'est-à-dire la configuration de base avec notre cache à lime directement. Après si vous souhaitez que je vous fasse des tests avec la partie ventilation sur le latéral, pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais voilà, c'est pas, en tout cas ça ne sera pas prévu dans cette vidéo. Pour vous redonner une idée, si je viens remettre notre cache à lime de façon brute, voici ce que l'on obtient directement. Donc là, on va avoir le cache à lime brut sans le cache, j'allais dire cage HDD, qui techniquement vient se mettre ici. Si après je viens replacer la cage HDD, voilà, on vient se retrouver quand même avec quelque chose d'assez sympathique aussi au visuel. Vous avez la place, là je l'ai mis grossièrement, hein, mais vous avez la place de pouvoir placer directement donc un ventilateur ici juste après. Mais attention, ça reste quand même assez réduit en termes de place. Donc faites gaffe à ne pas avoir des ventilateurs trop épais. Ça suffira pour des ventilateurs, j'allais dire classiques, mais faites attention. Ou sinon, vous pouvez très bien prendre des slims pour pouvoir être tranquillou. Et donc là, comme vous avez pu le voir, on a fait quand même tout le tour du boîtier. Il y a beaucoup de points positifs et négatifs sur ce boîtier. Là, vous pouvez le voir juste à côté de moi. Je l'ai entièrement monté. J'ai déjà fait un petit peu tous les tests. Avant d'attaquer par les points positifs et par les points négatifs, je vais tout simplement vous présenter l'écran qui est la feature, j'allais dire, phare de ce boîtier et qui est quand même assez intéressante. Donc, je vous présente l'écran et puis après, on va passer à un petit débrief du tour de ce boîtier. C'est parti. Et donc là, on va attaquer avec l'aspect de l'écran. Au niveau de l'écran, comme vous pouvez voir, on a beaucoup de choses. Je tiens tout d'abord à préciser, d'un côté, c'est normal, mais ça peut quand même gêner certaines personnes. Beaucoup de ces options sont gérées uniquement via MSI Center. Donc ça veut dire que vous êtes obligé de pouvoir passer par leur logiciel. Ça peut se comprendre en même temps, c'est leur boîtier et c'est eux qui font les optimisations. Mais vous avez quand même déjà beaucoup d'options qui peuvent être gérées manuellement sans avoir besoin du logiciel. La première, c'est la partie ARGB ici, où vous avez tout le contrôle avec les différents effets. Donc ça sera à vous de sélectionner. Ici, vous pouvez sélectionner la teinte et la partie couleur. Ce qui est un petit peu gênant, c'est qu'on n'a que des couleurs prédéfinies. On n'a pas, je ne sais plus comment en fait ça s'appelle, mais le nuancier justement, voilà, qui vous permet de pouvoir vraiment sélectionner la couleur précise que vous voulez. Donc ça peut être un petit peu dommage, mais en même temps, c'est déjà quand même très bien d'avoir cette partie-là. Hop, on revient en arrière. Ici, vous avez la partie ventilateur. Au niveau des ventilateurs, c'est tous les ventilateurs qui sont branchés. Donc, on le voit ici avec le port A, le port B, le port C et le port D. Ce sont les ports directement du contrôleur qui sont donc branchés à l'intérieur du boîtier.
Là, vous pouvez directement sélectionner celui que vous souhaitez et par exemple augmenter et diminuer la vitesse de ventilation des différents ventilateurs. Ça n'augmente pas de façon brute, ça reste quand même assez progressif comme là vous le voyez, mais ça reste rapide, on n'a pas besoin d'attendre une demi-heure ou 3/4 d'heure, le temps que du coup ça se fasse, pas comme avant avec les anciens Rheobus de l'époque. Là, comme vous pouvez le voir, vous avez les différents ports, moi il y a 3 ventilateurs de branchés dessus et on est tranquille, il les détecte bien. Le screensaver, ça c'est tout simple. Le screensaver, ça c'est tout simplement, comme son nom l'indique, la partie veille. Donc à quel moment vous souhaitez déclencher le mode veille de l'écran? Est-ce que vous souhaitez déclencher après 30 secondes d'inactivité, 60, 120 ou tout simplement jamais l'activer? Est-ce que vous voulez rentrer dans le mode sommeil ou pas en fait à ce moment-là? Vous avez 3 à l'heure actuelle, donc petits fonds d'écran de veille, en sachant que ces fonds d'écran là, vous allez pouvoir aussi en ajouter directement via MSI Center. On revient en arrière. Et on a le Sync Mode Panel. Alors, le Sync Mode, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la possibilité de synchroniser toutes les options donc, du boîtier, notamment donc, ventilation, ainsi que la partie ARGB, soit directement via l'écran, comme c'est le cas actuellement, soit via MSI Center, où à ce moment-là, là, vous allez gérer tout logiciellement parlant directement dans votre bécane à l'heure actuelle, ou si vous ne souhaitez pas utiliser MSI Center, vous pouvez utiliser directement le logiciel de la carte mère. Au niveau du logiciel de la carte mère, quand c'est pas du MSI, ça va prendre en charge uniquement la partie ventilation et ARGB. Tout le reste, donc moniteur, hardware, etc. en fait dessus, malheureusement, vous avez le risque que justement vous ayez un problème de compatibilité. Ça m'est arrivé quand je l'ai pu le tester avec une carte mère de chez Gigabyte, où là à ce moment-là, il avait du mal à me retrouver les informations qu'on verra après pour tout ce qui est hardware monitor. Donc c'est vrai que le mieux c'est quand même de passer par MSI Center. En même temps, c'est normal, c'est développé pour. Voilà, on va pas revenir 45 fois dessus, mais voilà, là vous êtes tranquille. Si là je sélectionne, comme vous pouvez le voir directement avec la carte mère, hop, ça m'a enlevé la partie ARGB et fan parce que ça me laisse simplement la carte mère en gestion. On va ouvrir le hardware monitor et là, il me demande de MSI Center et de pouvoir télécharger l'application. Donc peu importe si vous êtes géré par en fait le panel ou si vous êtes géré par la carte mère, il nous demandera quand même pour l'hardware monitor d'avoir directement la partie MSI Center. MSI Center est quand même très bien fait, ça reste un très bon logiciel. Donc clairement, moi ça me dérange pas. Il est un petit peu lourd en termes de performance, ça vous en mange un tout petit peu, mais c'est vraiment rien du tout. Et là clairement, une fois que vous êtes dans le moniteur hardware, ça vous permettra de pouvoir afficher la température de votre processeur, la température de votre carte graphique, tout ce qui va être gestion globale, donc des fréquences ou autres. Donc c'est quand même assez sympathique. Ici vous avez la météo, c'est pour afficher la météo, je ne vais pas vous en faire un exemple, mais il faut aussi être connecté à MSI Center. Pareil pour l'heure, pour pouvoir qu'il puisse sélectionner votre fuseau horaire. Au niveau de la météo, c'est pour pouvoir sélectionner là où vous êtes, pour pouvoir vous afficher la bonne météo à ce moment-là. Et au niveau de la température, là c'est assez intéressant parce que là il s'agit de la température issue de la sonde. Donc là ça va vraiment dépendre de là où est-ce que vous avez placé votre sonde de température. Après vous le sélectionnez en degrés ou en Fahrenheit, ça c'est comme vous le souhaitez. Mais voilà. Franchement, je trouve que l'écran est vraiment très bien fait. On a un temps de réponse qui est ultra bon, voire même des fois mieux que certains téléphones. Ça reste vraiment très agréable. Le tactile répond très bien. Au niveau de la partie gestion avec MSI Center, c'est pas du tout compliqué. Tout est indiqué. Du coup, vous l'avez directement. Il vous le trouve en fait en tant que matériel directement dessus. Donc, il vous propose les différentes options. Donc, franchement, c'est quand même assez agréablement bien fait. Donc, franchement, là, vous pouvez y aller en fait sans aucun souci. La configuration reste quand même assez simple et très pratique. Et voilà, vous avez pu voir finalement que au niveau de l'écran, ça reste quand même quelque chose de très agréable. Petit point, un négatif, et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Pour les points négatifs et points positifs de ce boîtier, le premier point négatif, c'est la gestion totale par MSI Center. C'est bête à dire, mais c'est vrai que le fait de ne pas ouvrir vers l'extérieur, pour moi, je trouve que c'est un petit point négatif, mais ça se comprend à 100%. En même temps, c'est leur boîtier, c'est leur logiciel, ils ont tout fait pour. Ils vont pas aller non plus s'embêter à être compatibles à 100% avec tout le monde à côté, en sachant que ça suffit largement juste du coup pour leur logiciel et leur boîtier. Donc ça, c'est un petit point négatif, mais pas non plus en fait quelque chose de très grand et de très flagrant. Là où par contre, je vais être un petit peu plus chafouin, si je peux dire ça,
c'est que sur les boîtiers haut de gamme, est-ce que c'est peut-être que moi qui me fais cette idée, hein, n'hésitez pas à me le dire directement aussi en commentaire, mais quand on parle de boîtier haut de gamme, généralement on pense surtout aussi à du water cooling custom. Et oui, le water cooling custom est l'une des façons de refroidissement les plus, j'allais dire, haut de gamme. Dans la partie efficacité, on peut quand même aller chercher très loin. Et là, ce qui me fait dire que du coup, ce boîtier-là, il n'a pas été 100% pensé pour le water cooling custom, c'est que dès le moment où vous y mettez 3 ventilateurs à l'arrière, donc sur le latéral, et que vous souhaitez ajouter un radiateur à l'avant, déjà le radiateur à l'avant sera au maximum du 360 mm, vous ne pouvez pas mettre du 280, vous serez limité à du 240 mm, parce que vous ne pouvez pas placer du 140 mm, parce que les ventilateurs sur le latéral, si vous les ajoutez, vont venir taper. Donc c'est soit vous y mettez un 360 sur le latéral et vous laissez les ventilateurs de base, donc les 140 à l'avant, tout simplement, tout seul. Soit vous y mettez à l'avant du 240 mm, du 280, du 360 ou du 3 x 140 mm à ce moment-là et rien sur le latéral. Ça va être l'option, j'allais dire, la mieux si on peut dire ça, parce qu'en termes d'airflow, vous faites quand même rentrer directement de l'air chaud si vous le mettez en façade. Dans le cas où je dis le mieux, le pourquoi, c'est parce qu'au niveau du cache de la cage HDD, donc celui qui est en prolongement donc du cache alimentation, malheureusement, dès le moment où vous y mettez 3 ventilateurs à l'arrière, vous devez l'enlever. Il n'y a pas d'alternative. Vous n'avez pas la possibilité de pouvoir avoir un autre cache qui va venir combler ce trou, parce que finalement, ça fait un trou qui est béant. Ce trou béant en plus, finalement, vous laisse aussi l'ouverture sur le cache alimentation, enfin le cache de la cache alimentation, et donc possiblement à tous les câbles qui sont en dessous. Ce qui fait qu'au visuel, vous avez la possibilité de voir vos câbles en dessous. Moi, ça me dérange un petit peu dans le sens où même si on ne parle pas de water cooling custom et que vous voulez tout simplement y mettre un 360 mm sur le latéral, avoir un autre 360 mm par exemple en haut, avoir une carte graphique avec un I/O comme ça peut se faire en fait chez MSI comme en fait par exemple chez d'autres constructeurs, malheureusement vous allez vous retrouver avec un trou qui est pas très esthétique et qui est pas réellement ultra adapté. Moi, c'est là où ça va un petit peu me gêner. Vis-à-vis de la partie notice, packaging, etc., tout le reste est nickel. Ça, il n'y a rien à dire. Niveau qualité de fabrication, le boîtier est bien fait. Donc ça, c'est quand même assez cool. En termes de possibilités de montage ou autre en fait dessus, c'est pareil. Il est adapté à presque toutes les configurations. Donc ça va être quand même assez agréable aussi. Mais c'est vrai que le petit défaut esthétique, pour certains, ça peut être rien du tout. Pour moi, je trouve que ça compte quand on est sur des boîtiers haut de gamme. C'est aussi pour ça que dans le débrief que je vais vous faire directement là avec justement, c'est aussi pour ça que pour débriefer dessus, si je peux dire en conclusion, pour moi, c'est pas un boîtier haut de gamme, c'est un boîtier semi haut de gamme. C'est-à-dire qu'il n'est pas pensé à 100% pour du water cooling custom. Il n'est pas pensé 100% d'un point de vue design où justement on va avoir un petit peu ces erreurs de touche esthétique dans le cas où on vient changer le côté technique, mais qui est quand même possible et qui est demandé finalement et j'allais dire contrôlé par MSI. Donc c'est vrai que pour moi, voilà, ça va être un petit peu ces éléments-là qui vont un petit peu me gêner. Sinon pour le reste, j'ai rien à redire. Le contrôle par la ventilation est bien fait. Au niveau du cable management, vous avez largement de quoi faire. Le contrôleur est bien placé. Il n'y a pas réellement en fait de soucis dessus. Ça reste quand même quelque chose d'assez agréable. Le cable management à l'arrière se fait sans aucun problème. Voilà. Donc pour moi, ça reste un petit peu mitigé sur le côté esthétique. Après, ça dépend vraiment de vous aussi. Dans la partie possibilité et compatibilité de configuration, au niveau du water cooling custom, malheureusement, ça ne sera pas le boîtier que je vais vous conseiller en premier pour pouvoir faire du water cooling custom. C'est possible, mais ce ne sera pas la meilleure des solutions, ce ne sera pas la meilleure des alternatives et le meilleur des choix pour ce boîtier-là. Donc c'est aussi pour ça que pour moi, je vais le considérer comme étant du semi haut de gamme. Mais aussi, d'un côté, on peut comprendre aussi avec le prix, parce que tous les boîtiers haut de gamme que vous avez, qui sont, j'allais dire, avec presque aucun défaut, si on peut dire ça, même s'il y en a beaucoup qui ont des défauts sur du haut de gamme, vont être aux alentours des 500 €. Ce boîtier-là, on va le retrouver plutôt aux alentours des 350 €. 350 € pour ce boîtier, finalement, je peux lui passer un petit peu ses points négatifs, parce qu'en termes de tarification, on n'est pas non plus ultra élevé. Ça fait quand même une certaine somme, je vous l'accorde, mais c'est pas non plus quelque chose de très déconnant. Au niveau des points négatifs, on peut le comprendre quand vous avez ajouté un écran avec toutes les features de développement logiciel qu'il y a derrière. Voilà, c'est un peu, j'allais dire, on peut lui pardonner pour ça parce que justement il y a ça.
Mais c'est vrai que malheureusement, j'aurais peut-être moi personnellement préféré avoir peut-être moins de features, avoir un support logiciel peut-être un peu moins bon si on peut dire ça, même si j'aurais râlé quand même si le support logiciel était mauvais, hein. Du coup je suis français donc du coup en fait on râle beaucoup, mais clairement j'aurais préféré que ce défaut esthétique soit un petit peu enlevé ou en tout cas avoir une solution pour parer à ça. Bref, maintenant qu'on a fait les points positifs et points négatifs, on va passer au côté des performances. Donc au niveau de la partie test, j'ai testé dans cette configuration, c'est-à-dire la configuration initiale du boîtier. Je n'ai pas fait le test avec donc les ventilateurs sur l'arrière du boîtier directement, parce que ça me permet pas justement de pouvoir après utiliser un comparatif face à d'autres boîtiers que je ferai plus tard sur la chaîne où je vous comparerai tous les boîtiers ensemble que j'ai testés, comme tous les IO. Bref, vous avez compris. Mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, je vais les tester uniquement comme ça. Si vous souhaitez que je le teste avec les ventilateurs sur le latéral en plus, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire. Je ne vais pas le renvoyer dans la semaine au moment de la sortie de la vidéo. Donc, je vais pouvoir vous faire les tests et à ce moment-là, je vous le sortirai peut-être sur un short ou sur un TikTok ou sur un Instagram. Bref, vous avez mes réseaux sociaux aussi en description. Donc, n'hésitez pas à aller y checker et à aller faire un tour. Maintenant, on passe au test de performance. C'est parti. Et donc là, on arrive directement aux différents résultats. Donc toujours le même protocole, 1 heure de stress test sur OCCT Power avec la charge CPU et GPU à 100%, avec un 10900K, donc à 180 watts pour 4,9 GHz, et une RX 6900 XT Asus TUF stock. Alors c'est la version OC. Stock, c'est-à-dire que je ne l'ai pas haussé directement. En termes de température, sur le GPU, on est à 74 degrés. Pour la partie processeur, on est à 69 degrés au maximal au bout d'une heure. Et en idle sur le bureau, c'est-à-dire là, sans stress test, mais uniquement la température globale, on atteint les 29 degrés. Performances qui sont quand même assez sympathiques parce que d'un point de vue température, il va se placer quand même proche du A21 de chez Asus que j'ai pu vous tester dernièrement, et il va faire partie des boîtiers où à l'heure actuelle ils ont le meilleur résultat. Donc clairement en termes de résultats, c'est pas déconnant et ça reste des bonnes performances d'un point de vue refroidissement. Et voilà, là comme vous avez pu le voir au niveau des performances, ce sont des performances qui sont plutôt bonnes, qui sont quand même assez agréables en fait dessus. On n'a pas non plus tout qui chauffe en fait directement. Les trois ventilateurs en 140 mm à l'avant font quand même beaucoup, ils jouent quand même beaucoup, ça souffle bien et ça fait quand même un bon airflow. Donc clairement pour moi ça reste un bon point positif à ce moment-là, car en termes de performance ça reste ok. Il pourra supporter, il sera adapté pour presque n'importe quelle configuration aujourd'hui. Donc là on n'a pas réellement trop de soucis à se faire, vous pouvez y aller au niveau airflow. Les ventilateurs de base qui sont fournis sont quand même bons. Un dernier point négatif avant, parce que ça je tiens quand même en fait à faire un point négatif, mais ça c'est un point négatif vis-à-vis des MSI de façon globale. Et ça je le dis direct, c'est MSI, je comprends pas. Vous vendez des boîtiers, vous vendez des cartes mères, vous vendez des cartes graphiques, vous vendez des alimentations, vous vendez des water cooling, vous vendez du coup quand même pas mal de choses. Je crois qu'il n'y a que la RAM et dans le stockage vous le faites aussi, du coup il n'y a que la RAM que vous ne faites pas. Pourquoi vous ne vendez pas vos ventilateurs séparément ? Franchement, vous avez des bons ventilateurs. Pourquoi vous ne le faites pas? C'est bête à dire et je le dis en fait comme ça, mais parce que même d'un point de vue entretien, un boîtier vous le gardez 10 ans. Clairement, c'est pas quelque chose que vous, même si on peut le changer tous les ans si on a envie ou tous les 6 mois, et ça je suis bien placé pour le savoir, mais clairement un boîtier vous pouvez le garder 10 ans, c'est pas ça qui va être ultra limitant. Mais alors pourquoi aujourd'hui, si par exemple j'ai un ventilateur qui crache par exemple au bout de 3 ou 4 ou 5 ans, en dehors de la garantie du boîtier, s'il vient à péter, je ne peux pas racheter le même. Donc est-ce que vous avez la possibilité, et ça je pose directement la question à MSI, et dites-moi en commentaire si justement vous en fait vous avez déjà posé la question, pourquoi vous ne vendez pas vos ventilateurs à l'unité à côté? C'est bête, mais moi là je kifferais avoir la possibilité d'avoir vos ventilateurs en plus à côté, que ce soit vos ventilateurs du boîtier, que ce soit vos ventilateurs en fait d'IO, comme presque tous les constructeurs en fait le font. Là c'est pas le cas. Donc c'est vrai que pour moi, c'est pas un point négatif pour le boîtier, hein, ça c'est un aparté directement, mais c'est vraiment pour MSI. Merci d'y penser. Bref, sur ce, clairement, en termes de boîtier, est-ce que je peux vous le conseiller? Si vous avez le budget, si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous trouvez l'intérêt de l'écran en termes de contrôle,
clairement, à ce moment-là, pour 350 €, ça fait certes une somme, il a baissé, mais ça reste quand même un bon boîtier, vous ne serez pas déçu au niveau de la qualité. Clairement, c'est OK. Si à l'heure actuelle, au niveau de l'esthétique, c'est vraiment un point fort, et comme je le disais tout à l'heure, dans les points négatifs, vaut pour vous avoir le fait d'avoir le trou, de ne pas utiliser en fait la cage HDD, parce que vous souhaitez mettre des ventilateurs sur la façade arrière et que vous souhaitez y mettre par exemple un autre AIO, à ce moment-là, c'est vrai que ça peut jouer et ce sera peut-être pas le meilleur boîtier d'un point de vue esthétisme que je vais pouvoir vous proposer à ce moment-là. Mais clairement, pour 350 €, on se retrouve avec les sous en fait qu'il y a derrière, donc ça c'est cool. Après, quid aussi de savoir est-ce qu'on va avoir un support sur 10 ans au niveau de l'écran et de la partie logicielle? Est-ce que dans 5 ans, ils vont pas remanier par exemple MSI Center, l'abandonner pour refaire un autre logiciel plus performant ou moins performant, ça dépend de ce qu'ils font. Mais justement, est-ce qu'il y aura toujours la compatibilité, la rétrocompatibilité avec les systèmes d'exploitation pour l'écran et la gestion de l'écran? Ça, malheureusement, il n'y a que l'avenir qui vous nous le dira, mais c'est quand même une question qu'il faut se poser. Donc voilà. Donc moi à l'heure actuelle, très agréablement surpris, très content de pouvoir avoir pu tester en fait ce boîtier. N'hésitez pas à me dire directement en commentaire ce que vous en avez pensé et votre ressenti. N'hésitez pas à taguer, j'allais dire directement MSI aussi dans les commentaires pour leurs ventilateurs et leur disponibilité à la vente, à moins que je me fasse des idées qui sont tous disponibles, c'est possible aussi. Mais en tout cas, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un petit peu plus longue que d'habitude pour une présentation de boîtier. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo tech sur la chaîne. C'était MT. Salut!